18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La fin du mouvement des agriculteurs, en tout cas certains barrages commencent à être levés dans le Finistère, dans le Cher et dans l'Oise, selon les informations CNews. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur l'autoroute A1, dans le nord de Paris, Michael Dos Santos, Fabrice Elsner. Pareil, de votre côté, est-ce qu'il y a du mouvement ou pas ? Je vous le confirme, Laurence, ça se libère petit à petit. Effectivement, il y a de moins en moins de tracteurs ici sur l'autoroute A1, à proximité de Senlis. Je suis avec Jean Lefebvre, qui est betteravier dans l'Oise. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous le confirmez, vous allez vous aussi partir comme vos camarades qui sont juste derrière ? Oui, en fait, on a décidé de partir pour une raison très simple, c'est que même si on n'est pas encore satisfait des avancées du gouvernement, on a besoin d'écrire les choses, on a besoin de concret. Il n'y a rien sur le Mercosur, on dit non, mais il aurait pu mettre un veto. On aurait pu aussi, il nous annonce des taxes qui vont être mises sur des produits d'import, mais on ne sait pas comment il va les mettre. On nous annonce aussi que les importations d'Ukraine vont être limitées, mais seulement en fait à ce qui se passait en 2021, soit encore 30 fois les importations historique. Donc on n'est pas content, mais on a besoin d'une pause, déjà pour les bons hommes. On a besoin aussi d'une pause pour que le gouvernement puisse bien affiner la réponse. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à revenir ? Ah évidemment. On fait bien une pause, c'est bien ce qu'on a répondu. On fait une pause, on lève le camp donc demain matin, pas ce soir pour des questions d'organisation et il fait nuit, et pour des sécurités aussi. Donc on reviendra probablement. Comment, je ne sais pas, mais elle sera sûrement plus violente. Voilà, on nous confirme effectivement donc que le camp va être levé demain matin. Bon esprit, toujours, esprit bon enfant, que ce soit d'ailleurs entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, un camp qui va être levé. Mais on insiste ici, on veut des preuves et par écrit. Merci Michael Dos Santos et Fabrice Elsner. On a été rejoint en plateau par Christian Saint-Etienne qui est économiste. Bonsoir. Bonsoir. On voit que ce mouvement est en train de, en tout cas pour cette première phase, de se déliter. Il y a eu une troisième salle d'annonce aujourd'hui de Gabriel Attal. C'est la fin du mouvement ou pas selon vous ? Ou il serait vraiment beaucoup trop tôt pour le dire ? Oui, je pense que c'est une phase transitoire pour l'agriculture, mais je pense que c'est le début d'un mouvement global. C'est une remise en cause de la politique européenne qui est menée depuis une trentaine d'années. Cette politique, elle était fondée sur deux éléments fondamentaux. Un, le marché unique, mais un marché unique qui était censé être protégé contre les importations déloyales. Si ce n'est que l'Union européenne ne s'est jamais dotée des instruments pour faire ce travail. Je vous donne quelques exemples. D'abord, vous vous souvenez tous, les Chinois ont éradiqué l'industrie des panneaux photovoltaïques en Europe. En plus, c'était pas une industrie française. On aurait pu dire les Français sont pas bons. Non, là, c'était l'industrie allemande et ils ont éradiqué l'industrie allemande. L'Allemagne n'a pas bougé. Alors, il faut savoir pourquoi l'Allemagne n'a pas bougé. L'Allemagne faisait des énormes excédents sur la Chine en vendant ses machines-outils et ses voitures. C'est en train de s'effilocher, donc les Allemands sont progressivement en train de modifier cette politique, mais les Allemands ont pesé pendant au moins 20 ans sur les relations avec la Chine pour interdire à l'Europe de modifier les règles. Je vous donne un autre exemple avec la Chine. La Chine a accès à 98% des marchés publics européens. Les marchés publics, c'est pas une paille, à peu près dans tous les pays, c'est entre 10 et 12 points du PIB. Donc les Chinois ont accès à 98% des marchés publics européens. Les Européens ont accès à 2% du marché chinois. Voilà. Donc là, on a sur l'agriculture, ça dépasse totalement les agriculteurs. Pour moi, ce sont uniquement des lanceurs d'alerte sur un problème général. L'idée qu'on leur interdise certaines productions, soit pour des raisons d'organisation du système de marché, soit concernant les phytosanitaires, et que les produits qu'ils ne peuvent plus produire ici, comme notamment les cerises, la production française s'est effondrée, de manière générale la production de fruits s'est effondrée, la production de légumes également, et qu'on importe des produits qui ont été produits et fabriqués avec les phytosanitaires interdits, ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne la chimie, ça concerne l'acier, ça concerne les automobiles, ça concerne un nombre considérable de secteurs. Donc je pense que le coin que les agriculteurs ont mis dans le système européen, il n'est pas prêt de disparaître. Je pense que c'est une remise en cause complète du système, aidée par la modification de la politique allemande vis-à-vis de la Chine.
Néanmoins, si vous me donnez une minute, je pense qu'il faut aller au-delà. La politique européenne, notamment du Green Deal, qui a été décidée en 2019, comme vous le savez, qui a été déclinée ensuite par des directives et des règlements, elle vise à accélérer la transition climatique essentiellement par des interdictions et des réglementations. Or, l'Europe n'est pas seule, elle est en compétition avec deux énormes acteurs qui se battent d'ailleurs pour la domination mondiale, qui sont la Chine et les États-Unis. Les Américains, avec l'IRA, c'est-à-dire l'Inflation Reduction Act de Biden voté en 2022, les Américains ont décidé d'une politique climatique dont la philosophie est radicalement différente de la nôtre. Au lieu de travailler par des interdictions et des réglementations, ils travaillent par des incitations et des investissements. Exactement. Pour ce qui est des Chinois, ils ont une politique diabolique, je pèse mes mots, une politique diabolique, mais extrêmement intelligente. Il faut toujours se souvenir que jusqu'au congrès du Parti communiste chinois d'octobre 2022, sur les 7 principaux dirigeants de la Chine, membres du bureau politique de la Chine, il y a eu 6 ingénieurs pendant 30 ans de suite. La Chine a été dirigée par des ingénieurs qui étaient en plus communistes et avec une ambition très forte. Et le Parti communiste chinois, sur les questions de la transition énergétique, a décidé de mettre le paquet à la fois dans la production de tout ce qui est nécessaire, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, électrolyseurs, ainsi de suite. Ils inondent le monde, d'ailleurs, avec des politiques de subvention. Et sur leur propre territoire, même s'ils ont mis en place des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour leur propre service, néanmoins, dans les 3 dernières années, ils ont autorisé 50 centrales au charbon. Et je termine par ce point-là. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est important de rappeler ça. Et simplement en continuant la politique déjà à l'œuvre d'ici 2030, en 2030, on sera à 5%. D'accord. La Chine toute seule, c'est 30%, et l'Asie plus le Moyen-Orient, c'est 60%. Et quand on regarde Chine et Inde, l'Inde est également en train d'ouvrir des dizaines et des dizaines de centrales électriques au charbon. Donc on a une Union européenne qui s'autopunit en permanence sur les questions climatiques. Alors moi, je suis pour la croissance verte, mais je suis pour une croissance verte sur la base de la philosophie américaine, c'est-à-dire incitation, investissement. Je pense d'ailleurs qu'à ce titre, c'est pour ça que ça va très au-delà de l'agriculture, les décisions prises pour interdire les voitures thermiques en 2035 ne sont pas faisables, ça va sauter. Vous avez vu d'ailleurs que de plus en plus de constructeurs automobiles ont pris des décisions techniques très importantes, puisqu'ils mettent en place des chaînes de production bi-système, c'est-à-dire qu'ils peuvent sur les mêmes chaînes produire des véhicules électriques et des véhicules thermiques. Donc tout le monde est en train de se préparer. Donc toute la vision qui a dominé l'Europe, à la fois un marché ouvert sans contrepartie d'une part et une transition climatique par réglementation et interdiction, c'est tout ça que les agriculteurs, je pense que ça, ils l'ont pas voulu, ils se battent pour survivre, c'est tout. Mais de fait, en se battant pour survivre, ils remettent en cause toute la philosophie de la construction européenne. Ce qui ne veut pas dire, et c'est mon dernier mot, qu'on ne doit pas faire de la croissance verte. Ce n'est pas le sujet. Mais justement, c'est croissance verte avec investissement et incitation et pas avec interdiction et réglementation. C'est-à-dire que les États-Unis, ils donnent des bonus, ils donnent des aides aux entreprises qui veulent faire du vert. Et ça change tout. 8% des émissions de gaz à effet de serre, l'Europe. Mais de toute façon, vous prêchez un convaincu, mais on veut, aujourd'hui en Europe, on veut entendre les chiffres qu'on veut, je dirais, qu'on veut nous donner. Je vais prendre un exemple pour nous, exploitation agricole, qui est vrai pour toute l'exploitation, enfin pour toute la France. On doit, après nos cultures, planter ce qu'on appelle des couverts. C'est-à-dire, on doit, dans les dossiers PAC, non seulement on touche 2 fois moins qu'il y a 7 ans, je le répète à chaque fois, et on a une partie de la PAC qui va à des associations et tout ça, et ça, personne va gratter là-dessus, mais ça serait intéressant. Mais en plus de toucher 2 fois moins, on doit mettre, je dirais, ce qu'on appelle des plantes qui captent le carbone. Voilà. Okay. Non, mais pour vite fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne touche... Alors, on doit semer, ça a un coût. Et aujourd'hui, on fait des plans verts où on va toucher 30 € de l'hectare. Alors, si on touche 200 ou 300, ça change la donne. Et donc, c'est ça, on se moque toujours de nous. C'est-à-dire, on nous dit de faire des choses, mais ça nous coûte toujours plus que ça nous rapporte. J'aimerais juste qu'on parte sur le terrain, parce qu'on a un de nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu, Thibault Marcheteau, qui sont avec un apiculteur, si j'ai bien compris. Expliquez-nous, Augustin.
Pour l'instant, je n'ai pas la réponse exacte, c'est en cours d'écriture. Je ne sais pas si on l'a là actuellement. Par exemple, on a promis, des enveloppes sont promises pour l'élevage, 150 millions. Mais quelle enveloppe? Comment on va y accéder? Est-ce que cette enveloppe va vraiment être accessible? Est-ce qu'au final, elle sera accessible pour les petits éleveurs, les gros éleveurs? On ne sait pas. On ne sait rien du tout. On ne sait pas comment ça va être mis en place. Donc on veut du concret, mais aujourd'hui, ça va être, une partie va être écrite sur papier et des lignes vont être tracées par la suite. Et on reste en veille sur toutes ces modalités. Bruno Le Maire a parlé de 150 millions. Voilà pour cette petite incursion sur le terrain. Vous voulez réagir tous à ce qu'a dit Christian Saint-Etienne? Alors, oui, parce que rapidement, je voudrais qu'on écoute après Christophe Gulli qui était ce matin sur est nos passionnant parce que je pense que réellement on est en train de vivre le début d'une remise en question de tous les fondamentaux qui ont été établis en fait après la Seconde Guerre mondiale. On pensait qu'on n'aurait plus jamais la guerre, il faut se réarmer partout. D'ailleurs, on avait supprimé le service national, toutes les armées d'Europe sont devenues échantillonnaires. On est en train de changer, de renverser complètement le système. On nous expliquait, moi je vois, j'ai grandi dans mes livres d'économie, on m'expliquait que les pays industrialisés étaient des pays en voie de développement et que l'avenir et que la grandeur d'une nation, la puissance d'une nation, c'est d'être dans le tertiaire. Eh bien, on voit bien que maintenant il faut revenir, il faut produire du tangible et donc il y a tout ce programme, tout le monde, les politiques dans tous les pays européens. Donc que le mot réindustrialisation à la bouche, l'agriculture c'est exactement le même sujet. On nous expliquait qu'en réalité, c'était plus très grave si on produisait pas chez nous. On pouvait tout à fait importer des produits de même qualité. Voilà. Patatras. Et en fait, je trouve que le fil directeur, ce qui rejoint tous ces éléments-là, c'est en fait l'élément de la civilisation. Nous, on veut, en fait, une civilisation, elle est fondée. Je pense que la paysannerie est le ciment du contrat social en France. En fait, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié. Le rapport à l'industrie, c'est exactement la même chose. Les grandes villes en France se sont construites autour de réalités économiques, les champs, l'industrie. Et donc, tout ça participe du grand sentiment de déclassement français. Oui, mais on est en train, justement... Et j'aimerais qu'on écoute Christophe Gulli, lui, parce qu'il était géographe essayiste, qui était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Et il dit que c'est pas seulement une crise agricole, c'est une crise de la France qu'il appelle la France périphérique. Écoutons ce qu'il dit, parce que c'est intéressant. Il y a une crise agricole, de fait, une crise agricole qui est notamment liée aux normes européennes que subissent les paysans. Après, évidemment, il faut voir beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire que la crise qu'on vit aujourd'hui vient des territoires de la France périphérique. Cette France périphérique que j'ai essayé de conceptualiser depuis une vingtaine d'années, où vit finalement la majorité de ce qu'étaient les travailleurs de ce pays, des paysans certes, mais aussi des ouvriers, des employés, bref, tous ces gens qui sont maintenant un peu en périphérie du modèle économique, que j'appelle aujourd'hui les dépossédés. Dépossédés, pourquoi? Parce qu'ils sont dépossédés, évidemment, de leur travail, une dépossession sociale de fait. C'est finalement cette France périphérique, le cimetière de ce que j'appelais hier la classe moyenne occidentale. Et quand on regarde les choses d'un peu près, on se rend compte que toutes ces crises émanent toujours de ces territoires. Vous êtes d'accord avec cette analyse passionnante, Christian Saint-Etienne? Oui, c'est un élément clé, mais je pense qu'il y a un double déclassement. Il y a un déclassement européen. La croissance européenne depuis 15 ans tourne à 1%, 1,25%. Ça, c'est 3 chiffres que tout le monde doit avoir à l'esprit pour comprendre l'évolution mondiale. L'Europe croît à 1%, 1,25% par an. Les États-Unis, c'est 1 point de plus. Et la Chine, c'est encore 1 point de plus. Elle était à 5,6, mais elle est en train de revenir à 3,5. Bon, alors on se dit 1 point, mais on s'en fiche. Sauf qu'un point pendant 20 ans de suite, ça fait une différence colossale. Et donc ça, c'est le déclassement européen. L'Europe pesait autant que les États-Unis il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est aux 2 tiers et on continue de s'effondrer. C'est le premier déclassement. Mais il y a un déclassement français à l'intérieur du déclassement européen parce que nous avons cru en moyenne moins vite que l'Union européenne dans les 15 dernières années. Et le niveau de vie moyen, ça c'est un truc clé absolument fondamental, on ne comprend rien sinon. Hein. Le niveau de vie moyen des Français a baissé de 12% en 15 ans par rapport aux Allemands et aux Néerlandais. Hein.
Or, cette baisse en moyenne de 12% du niveau de vie français, elle est concentrée sur 40% de la population. Il y a encore 60% qui s'en tirent. Mais les 40%, ils ont vu une baisse de leur niveau de vie effectif réel de 20-25%, dont une partie du monde agricole. Alors le monde agricole aussi, il faut être très objectif. Je ne sais pas ce que notre camarade dira tout à l'heure, mais le monde agricole, vous avez aussi 20 à 25% de fermes qui font les 3/4 de la valeur ajoutée du monde agricole, et vous avez 30% de paysans qui survivent, hein, mais tout le monde n'est pas en mode survie dans l'agriculture. Mais les 30% de paysans qui vivent mal, ben, ils ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde agricole corseté, comme on l'a vu avec toutes les réglementations, mais ils sont dans un pays qui s'affaiblit aussi. On les a lancés sur le bio en leur disant vous allez pouvoir vendre à un meilleur prix, sauf qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat en face. Donc, dans un pays qui s'affaiblit en termes économiques, si on ne met pas en place une politique de relance de la production agricole, c'est pas seulement l'agriculture, c'est tout l'agroalimentaire, tous les outils industriels. Notamment pour la viande, par exemple, il y a eu un affaiblissement terrible de l'abattage, de toute la transformation. Donc là aussi, il faudrait avoir une politique sensée. Il y a un autre élément très connexe qui est les forêts. Hein. La France a 30% de forêts. Contrairement à tous les discours qu'on nous tient, la forêt gagne tous les ans. Hein. La surface agricole utile baisse tous les ans. Donc la forêt gagne en permanence et c'est le deuxième déficit français après le pétrole. Avec quelque chose qui est le symbole d'un pays sous-développé, hein, puisque grâce à l'Ancien Régime et à la politique de Colbert, on produit les chênes les plus beaux du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ces chênes sont achetés par les Chinois, ils partent en bateau en Chine, et on parle de plusieurs milliards d'euros, hein. Ils partent en Chine et ils reviennent sous forme de parquet. Alors là, elle est où l'écologie? Et pour une fois, le gouvernement français avait dit je vais mettre une taxe à l'exportation pour que le bois reste en France. L'Europe lui a interdit de faire ça. Donc on voit que les rares fois où le gouvernement français veut bouger, il est lui-même corseté par cette idéologie européenne que j'évoquais tout à l'heure. Et il faut que les Français réapprennent à produire, c'est tout. Voilà. Le discours ambiant depuis 30 ans, c'est on partage ce qui existe. Mais non, pour partager, il faut produire. Et donc les Français sont en train de réapprendre à la dure qu'il faut produire. C'est que le début de ce réapprentissage, mais ça va prendre 10-15 ans, ce réapprentissage. Un dernier mot, M. Patrick Legras. Ce dont vous parlez du bois, ça nous touche parce que hier, justement, à Amiens, on avait la filière bois qui nous a suivis, qui nous a rejoints en disant on n'est pas défendu, on n'est pas écouté. Donc on a le même problème. Après, sur cette filière-là, c'est un peu comme le monde agricole. Si vous grattez un peu, il y a des choses qui ne sont pas très claires non plus. Donc on a des chiffres clés que vous nous avez donnés. 6% des émissions de gaz à effet de serre pour l'Europe, baisse de 12% du niveau de la vie de la population en 20 ans, c'est ça? En 15 ans par rapport à l'Allemagne, en relatif. Hein. Ouais, c'est pas une baisse, c'est-à-dire que nous progressons moins vite que les autres. Voilà. Et je crois que l'heure de vérité est vraiment arrivée justement de ce point de vue-là. Si on regarde sur les 30 dernières années, il n'y a plus de productivité, largement parce que nous ne sommes plus industrialisés, que les services, il n'y a plus d'innovation en Europe, et pourtant notre niveau de vie a largement progressé. Alors nettement moins en ce qui concerne la France que justement nos voisins allemands ou néerlandais, et encore moins que les Américains. Mais tout ça, c'est grâce malgré tout aux accords de libre-échange. Mais le sujet, c'est que précisément, il va nous falloir reproduire. Et autre point sur les inégalités, parce qu'on entend beaucoup de discours qui ont à voir avec l'agriculture aussi, hein, souvent chez les écologistes, les écologistes politiques, quand ils veulent de la décroissance, mais quand il y a une croissance faible, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les secteurs les plus dynamiques de la société qui en bénéficient. Mécaniquement, les autres, du coup, ce sont eux qui sont le plus frappés par le recul. Donc la solution, elle n'est certainement pas dans l'absence d'industrie, ni dans l'absence de croissance, sauf à se satisfaire d'une société dans laquelle il n'y a que les plus riches qui bénéficient. Le dernier mot, à Christian Saint-Etienne, il y a de l'espoir quand même? On peut réarmer tout ça? Alors il y a de l'espoir, mais pas avec l'ampleur des politiques actuelles. Pour faire simple, alors j'écoutais tout à l'heure, avant de rentrer sur le plateau, certes Gabriel Attal est là depuis 15 jours, mais le président est aux manettes depuis 12 ans, puisqu'il était à l'Élysée sous Hollande. Et bon, je ne vais pas me faire d'amis, mais sous Sarkozy et sous Chirac, on n'a pas mis le paquet non plus sur la réindustrialisation. Donc ça fait 20 ans que la France se désindustrialise. Alors oui, depuis 2 ans,
à cause de la gifle qu'on s'est prise au moment du Covid, quand on a vu qu'on produisait plus rien et que du coup, quand le commerce international s'arrête, on est à poil, avec des gens dans les hôpitaux qui étaient avec des sacs en plastique poubelle. Donc là, on a commencé à se dire il y a un problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à reparler d'industrie, mais au même moment, on a voté la ZAN, le ZAN, le zéro artificialisation nette. Or, pour réindustrialiser sérieusement, on possède maintenant des travaux très sérieux qui ont été menés par des commissions du Sénat, par des commissions au sein de France Stratégie. Si on veut regagner 5 points de PIB pour l'industrie manufacturière, la France est tombée à 9,5. Si on veut la ramener à la moyenne de l'Europe qui est à 15, pour faire 5 points, il faut 50 000 hectares. Hein. Donc les 50 000, on les a. Simplement, il faut dire que la ZAN, elle est hors les 50 000 hectares pour réindustrialiser. Et on a besoin aussi de logement également, et puis de relancer une agroalimentation solide. Merci Christian Saint-Étienne, merci Patrick Legras, Éric Nolot, Jean-Sébastien Ferjou, Louis Dragnel. Bonne soirée à vous sur